On parlait, je sais qu'avant la rencontre, tu parlais de révolution tranquille, tout ça. Ben, non, on n'a pas nécessairement pensé à la révolution tranquille quand on a fait le jeu, mais oui, il y a des liens avec la révolution tranquille parce qu'on est basé sur le folklore. Le même folklore qui a débouché sur la révolution tranquille dans les années 60. Donc, quand on reproduit dans l'univers virtuel ce folklore-là, veut pas, les conditions se remettent pour recréer une sorte de petite révolution tranquille à l'échelle du jeu. Donc, c'est ça la force du folklore, selon moi, et c'est ce qui fait la force du jeu aussi. Et moi, la question qui brûle toutes les lèvres, j'en suis convaincu, c'est si le folklore contribue à comprendre un peuple, à le mettre en scène, à dire quelque chose de ce peuple, et si Sang-Froid a été créé dans l'optique de créer une espèce de folklore électronique du Québec. De reprendre le folklore, en tout cas, oui. Qu'est-ce que Sang-Froid dit sur la société québécoise? Qu'est-ce que Sang-Froid dit sur le Québec? Je regarde ça en particulier, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'ensemble des personnages qui sont disponibles dans le jeu. C'est des Irlandais avec des noms anglophones. Ce sont visiblement des immigrants, sinon récents, au moins traditionnels. Leur demi-sœur est une Inuit, ou plutôt de mère. Ils sont eux-mêmes Inuits aussi. Ils sont eux-mêmes Inuits, donc c'est les outsiders par excellence. Inuits, pas Inuits. Ouais. Montagnais. Montagnais. Inuits montagnais. Donc, c'est des outsiders par excellence. Dans tout le terroir québécois, c'est toujours la peur de l'outsider, de l'autre, de l'étranger, tout ça. Fait que là, c'était quoi l'idée derrière, finalement? Le loup-garou, c'est le outsider. Dans les... je vais arrêter de le brandir. Dans les contes folkloriques québécois, les loups-garous sont associés aux outsiders, aux étrangers. Donc, c'était sûr pour nous que ça allait être une histoire d'étrangers. Un loup-garou, puis ça, je vous raconte des choses que Brian Perrault nous a beaucoup raconté aussi quand on a commencé le projet. Je pense qu'il avait fait son mémoire de maîtrise sur le loup-garou. Oui. Est-ce que c'était une raison pour laquelle vous êtes allé le recruter? Totalement. Totalement. Ah oui, c'est sûr. Ça nous prenait... moi, je m'intéressais beaucoup à l'histoire. J'étais comme un peu le gars dans le groupe qui était comme un peu plus assigné à la partie création d'univers, tout ça, mais je savais que j'allais avoir besoin d'un vrai spécialiste pour faire de quoi de crédible. Je me considérais pas assez connaissant là-dedans. Ouais, donc, c'est ça. Fait en parlant avec Brian, on s'est rendu compte que en fait, que le loup-garou au Québec, ben, premièrement, c'est bien différent que chez les anglo-saxons parce que on a souvent entendu des légendes de loup-garou où, mettons, tu te fais mordre par un loup-garou, puis là, tu te transformes, là, ton linge déchire, puis là, tu es rendu un loup-garou. Mais chez nous, les Québécois, en fait, c'est plus spirituel que ça. C'est pas une maladie physique autant qu'une maladie de l'âme. Hein? Puis ça, il y en a bien, là, autant de te faire attaquer par la bête à grand queue, c'est encore là, c'est une maladie de l'âme. Rencontrer des feux follets, c'est parce que tu n'as pas pris soin à ton âme. La malédiction ultime, c'est de courir le loup-garou. Puis ça, c'était beaucoup vu dans les campagnes à l'époque. Dans le Québec, dans les années 1800, était majoritairement une société rurale. Et puis, quand venait le temps de faire des récoltes, les fermiers avaient besoin d'engager des employés de ferme pour les aider à couper le foin, etc. Et puis, ces employés-là venaient souvent de la grande ville. Et ils étaient donc pas reliés par les mêmes liens que les autres avaient à la communauté. Donc, quand venait le temps d'aller à la messe le dimanche, ces gens-là se sentaient pas obligés d'y aller autant parce que normalement, le monde y allait bien gros parce qu'ils savaient que si tu y allais pas, ça allait jaser dans ton dos. Fait que tu y allais. C'est un tissu social. On se tenait toute la gang comme ça, tu sais. Comme c'est même dans n'importe quel groupe, hein, même dans votre groupe, je veux dire, il y a quand même des conventions. À un moment donné, c'est ça qui arrive. Donc, on était justement tissé serré, puis la communauté allait toute à la messe ensemble, puis il fallait que tu y ailles. Mais toi, tu es un employé de ferme, tu es loin de ta famille, fait que là, tu te sens moins obligé d'y aller. Fait que tu y vas pas à la messe. À la place où tu vas à la taverne avec les autres employés de ferme. Tu fais la fête, mais aussi des fois la bagarre et tout. Puis aussi, des fois, ce qui arrivait, c'est que le soir, les employés pouvaient justement quitter la maison, parce que justement, allaient faire la fête, alors que le reste de la maison restait sur la ferme. Alors là, souvent, on voyait l'employé de ferme quitter la maison, puis
Puis peu après, on entend un chien qui se met à hurler, tu sais, ouh! Bon, ben, tu sais, les gens faisaient des liens, tu sais, c'est drôle, depuis qu'il est là, les chiens hurlent. Tu sais, fait que, puis toute la peur des étrangers, tout ça, tu sais, c'est pas juste à Hérouville, là, aujourd'hui. Il y avait ça... non, mais il y avait ça de façon, tu sais, un peu partout dans le monde. Je veux dire, quand tu es une société qui est un peu renfermée sur elle-même, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de l'étranger qui ne suit pas les mêmes coutumes, qui s'en va, puis bon, ajoute l'alcool à ça, tout ça. Donc, ça crée, ça les mettait dans une caste un petit peu à part. Puis, évidemment, il y avait des histoires qui étaient racontées par des familles qui restaient, eux, à la maison autour du feu, puis des racontars. Puis, bon, combiné avec le fait qu'ils n'allaient pas à messe, tout ça. Ça faisait bien l'affaire aussi de l'intelligentsia locale, les curés, tout ça, d'entretenir cette idée que si tu n'allais pas à la messe, il allait se passer de quoi à ton âme. Et donc, nous, dans plusieurs légendes, il y a cette idée que, tu sais, pendant, mettons, que tu dors, si tu ne vas pas à la messe pendant, mettons, 7 ans de temps, c'est pas exactement, on n'a pas pris 7 ans en passant dans le sang-froid, l'église est brûlée, les gens ne peuvent plus aller à la messe, donc, bref, pour nous, les conditions sont réunies là, pour que les âmes soient damnées. Mais bon, traditionnellement, on parlait de 7 ans, là, ou ne pas faire tes Pâques aussi, ça c'était bien important, ou faire des Pâques de renard, là, il t'arrivait d'autres affaires. Mais... Donc, l'idée... Les Pâques de renard est une expression qui signifie... Je sais pas exactement. Ça veut dire pas bien les faire, c'est ça? En rusé, tu sais, oui, tu rusais. T'es faisais, mais pas... Sans respecter l'idée. Oui, c'est ça, OK. T'allais être puni. Bref, c'est une expression qui est utilisée. Mais c'était moins pire que si tu faisais juste pas. T'sais. Mais non, mais c'est drôle, mais tu sais, c'est ce qui crée aussi, c'est ce qui crée l'originalité de l'univers. C'est que donc, c'est ça, pendant que tu dors, ben, ton âme, ça c'est vraiment Brian qui nous a parlé de ça. Il dit, vous n'êtes pas obligé d'aller là. C'est une piste qu'il avait proposée, puis moi, c'est ça qui m'avait le plus allumé. Je trouvais ça original que pendant que tu dormais, ton âme sort de ta bouche, puis tourne, puis va posséder, pas nécessairement un loup, ça peut être justement un chien de ferme, un coyote, ou, toutes sortes d'animaux. Et puis, dans le fond, c'est pas ton corps. Toi, ton corps continue de dormir dans le lit, mais c'est l'animal qui prend, dans le fond, ta forme humanoïde, puis c'est comme si ton âme revêtait un vêtement qui lui sied mieux, étant donné, qui lui convenait mieux. Étant donné que ton âme est laide, donc il faut que toi aussi tu sois un monstre. Donc tu devenais un monstre, mais à travers la possession d'une créature. Fait que, donc c'est comme ça un petit peu que ce côté-là, un peu original, dans le fond, des légendes est arrivé. Et puis, je sais plus trop pourquoi je disais ça. on s'était envolé vers ça. Je partais avec la remarque que les personnages ne sont pas nécessairement le bûcheron canadien-français de l'époque qui vit du village et tout ça. C'est comme tous un peu des outsiders. Oui, le côté métissé. Sont rejetés par c'est ça. Puis je t'avais dit, bon, donc c'est ça. À la base, oui, le thème du outsider est important parce que pour nous, le loup-garou était comme... C'est souvent relié autour, c'est le outcast, c'est le Soulon du village, le meunier qui vit à part du reste du village. Le moulin est loin, lui il prend un coup avec son ami le jour de Noël, au lieu d'aller à l'église, il va se transformer en loup-garou. Il y a toujours un côté d'exclusion, le loup-garou c'est l'exclu dans les contes québécois. Fait qu'il y avait ça. Après ça, pour ce qui est du côté plus, pourquoi nos héros sont des Irlandais Inuits d'origine, ça... Si on n'avait pas été soucieux du côté plus commercial du jeu, probablement qu'on n'aurait pas fait cette décision-là. Nous, c'est qu'au début, on voulait trouver des héros auxquels un public anglo-saxon pourrait plus s'identifier. On savait donc que on voulait parler du Québec, mais pas parler du Québec aux Québécois. On voulait parler du Québec aux Québécois et à toute la planète. Donc, on s'est dit, il faut trouver comme un trait d'union entre la culture québécoise et la culture anglo-saxonne. Puis là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que dans ces années-là, c'était les années des premières migrations d'Irlandais vers le Québec. Et puis, c'était aussi l'ouverture là, donc, du lac Saint-Jean, la colonisation du lac Saint-Jean, tout ça. Alors, après ça, il y avait toute l'idée que les Irlandais sont un peuple d'origine celtique. Nous, les Québécois, il ne faut pas oublier que Jacques Cartier est parti de Saint-Malo.
donc en Bretagne, les Bretons, des Celtiques aussi. La musique, qui est omniprésente dans Sang-Froid, c'est de la musique celtique. La musique québécoise est une forme de musique celtique qui est donc très proche de la musique irlandaise. Il y avait aussi le lien que les Québécois, comme les Irlandais, et là je vais dire peut-être un mauvais mot, là, mais étaient considérés comme, c'est un terme raciste, les nègres blancs. Là, donc on était de cheap labor, si vous voulez, de l'époque. Et donc, on subissait le racisme de la classe dominante et on était donc les employés des compagnies de bûcherons, beaucoup. Et il y avait même des rivalités entre les Irlandais et les Québécois. Là, l'histoire de Joe Monferrand, qui est à la base, dans le fond, du personnage de Petit Joe. À un moment donné, il s'est battu contre, je ne sais pas combien, 12 Irlandais sur un pont en Outaouais. Là, Donc, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. À la fois, donc, puis aussi, ils sont des catholiques, comme les Canadiens français là, de l'époque. Donc, tout ça faisait qu'il y avait des liens à faire. Puis, je me disais, ils pouvaient représenter... Aussi, il y a beaucoup d'Irlandais qui se sont francisés, plus que d'autres communautés, parce que les Irlandais haïssaient les Anglais, au moins, sinon plus que même les Canadiens français. Et ils subissaient beaucoup justement, de racisme, tout ça. Et pour passer inaperçu, ils avaient tendance à franciser leur nom ou à apprendre le français. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, ce côté-là d'intégration. C'était beaucoup plus facile de s'intégrer parce que, entre autres, c'était stupide à l'époque. Là. Si, disons, tu étais un Français, mais de religion protestante, puis tu immigrais au Québec, tu étais obligé d'aller à l'école anglaise. Parce que les écoles françaises, le français, c'était la protection de l'Église. C'est à cause de l'Église catholique qu'on parle encore français aujourd'hui. C'était les seuls c'était la seule élite qui nous restait. C'était les seuls qui étaient capables d'enseigner la langue, premièrement. Et donc, c'était impensable, c'était indissociable du fait... le côté catholique et le côté français est indissociable. Et donc, tu avais beau être un Irlandais d'origine plus anglo-saxonne, pas anglo-saxonne, mais qui parlait anglais. Vu que tu étais catholique, il y avait des chances que tu ailles à l'école en français et donc que tu apprennes la langue. Fait que donc, moi, j'avais imaginé ça. Puis après ça, c'était super important pour nous de parler des Amérindiens. Fait que, donc, on s'est dit, ben oui, c'est sûr qu'il faut aussi des origines amérindiennes. Puis aussi, on cherchait une façon de faire amener le surnaturel dans notre famille. Fait que là, bon, le côté là, Maniwapikwan, donc qui est une prophétesse amérindienne, la tribu des Inuits. Ça, c'est chez les Inuits, là, dans le fond. Maniwapikwan, donc, est la mère des héros. Donc, son mari, Bone O'Carroll. Donc, c'est ça. Puis, elle a les 3 héros. Donc, Joe, Jack, puis Joseph, Jacques, puis Joséphine, dans le fond. Fait que c'est de là d'où vient ce métissage-là. Donc, on n'a pas... c'est vraiment parti du principe qu'on voulait un héros qui puisse plaire autant à des Québécois francophones qu'à, mettons, des Américains ou des Espagnols. Dans le contexte social, au moment où vous développez le jeu, il y a le Parti québécois qui fait sa charte des valeurs, il y a toutes sortes de débats, il y a la commission Bouchard-Taylor, ses accommodements raisonnables, puis l'espèce de question « qu'est-ce que c'est être Québécois » qui circule dans l'air du temps. Et puis là, vous êtes en train de faire un jeu dans lequel vous voulez présenter le Québec au monde entier, puis le mettre en relation et pouvoir intéresser, universaliser un peu finalement qu'est-ce qu'a été l'expérience des Québécois menacés par une élite qui était finalement... Le jeu la présente comme étant assez barbare finalement. Le prêtre est en ligue avec le diable, puis bon... le maire est pas mieux. Le maire est pas mieux, exactement. Napoléon Robidoux. Napoléon Robidoux. Et puis, il me semble qu'il y a comme une parenté là, parce que je me rappelle aussi, à la même époque, il y a la création du parti Option nationale. Le créateur de ce parti-là, Jean-Martin Haussan, fait des capsules en anglais puis en espagnol pour rejoindre des Québécois de toutes origines, dans un mouvement beaucoup plus inclusif que ce qui avait été la volonté du Parti québécois. Je sais que Louis-Félix Cochon était candidat pour Option nationale. Donc, veux pas, j'imagine qu'avec non, ben,
Qu'est-ce que tu as compris? Parce que là, tu fais non. Ben, c'est-à-dire, non, ça n'a pas eu d'influence. Le fait, on n'a pas parlé. On avait déjà assez d'ostinades, rien qu'à parler de jeux vidéo, que s'il avait fallu parler de politique en plus, je pense que là, il n'y aurait jamais eu de jeu. Là, Ce que je voulais dire, c'est pas il y avait un consensus politique ou quoi que ce soit, mais que c'était des questions sur la table. La question identitaire, la question qu'est-ce que c'est être québécois, c'est quoi l'histoire du Québec, c'est quoi le jeu qu'on fait. Le jeu qu'on fait, c'est de présenter qui on est, qui on a été, en quoi on ressemble aux autres. Donc, c'était une espèce de creuset, si on veut, qui a mené un peu vos décisions créatives à travers tous les niveaux, là, au niveau du gameplay, au niveau du récit, au niveau du monde dont tu avais la supervision, la charpente à superviser. Hein. C'était quelque chose d'important de trouver en quoi on ressemblait et en quoi on différait, peut-être, les Québécois, du reste des Nord-Américains, d'autres peuples, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y avait Moi, cette j'ai question-là? pas eu cette réflexion-là comme telle. J'aimerais bien. Donc, c'était vraiment à dire... partir du folklore puis des légendes, puis comment on peut les présenter puis les rendre compréhensibles, les mettre en lien. C'était de parler de nous dans un jeu. C'était de parler de notre culture dans un jeu. Arrêter de parler juste des fantasmes des autres, puis des légendes des autres, puis des histoires des autres, puis dire, ben, on est un pôle de création ici au Québec. Fait que comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul jeu où on entend tabarnak? C'est pas normal. Fait qu'on s'est dit, ben, tu sais, oui, tu sais, on va l'être, là, tu sais, on va sacrer pour la première fois dans un jeu. Donc, mais tu sais, donc, c'était pas vraiment un vrai objectif, mais vous comprendrez tous ce que je veux dire par là. C'est-à-dire on voulait faire de quoi qui nous ressemblait, en tout cas un peu. Après ça, au niveau, c'est ça, plus politique ou plus philosophique, non, je pense pas que ça allait beaucoup plus loin que ça. Cela dit, je reviens encore à mon point sur le folklore. Il y a dans le folklore, en embryon, tous les fantasmes, toutes les luttes sont là, les traumatismes de notre société sont dans notre folklore. Fait que, juste en racontant les histoires de loups-garous, on peut comprendre qui nous sommes, puis ça peut nous donner des idées après ça politiques. C'est fou comme ça, là, je veux dire. Puis on peut faire le même parallèle avec les légendes arthuriennes aussi, là, c'est-à-dire que, bon, il y a des velléités d'indépendance en Écosse, en Irlande, donc au Pays de Galles, etc. Puis ben, tout ça, dans le fond, est lié à des légendes. Là, on voit les conflits dans les légendes de tous les pays, de tous les peuples, de toutes les cultures. Fait que nous aussi, il y avait ce côté-là. Sauf que c'est pas... en tout cas, peut-être que Louis-Félix avait pensé plus à ça. Moi, je me battais à essayer de déboguer, puis on essayait de faire un jeu. On avait notre histoire, on voulait raconter une histoire. Puis après ça, c'est l'histoire qui fait le travail. Le noyau créatif, là, vraiment, c'était le folklore, exploiter cette mine-là de richesse, la mettre au monde en circulation. C'est ça. Puis je trouve ça cool en même temps que ça suscite un questionnement, surtout chez peut-être les joueurs québécois, quand ils jouent, qu'est-ce que ça veut dire, ce folklore-là, tout ça. Puis, comment ça se fait, c'est ça, que l'Église est vue de cette façon-là? Pourquoi le maire, c'est un salaud? Ça, je dois avouer, par exemple, ça nous faisait rire parce que quand on créait l'univers, tout ça, il y avait les scandales de corruption. Il y avait le fameux bonhomme carnaval sur la revue Maclean's, là, qui m'avait le Québec est la province la plus corrompue du Canada. Ouais, ça m'avait bien choqué, toute cette histoire-là. Puis, en même temps, c'est ça. Je disais, ben ouais, c'est pour ça que on a créé... Ça s'appelle Napoléon Robidoux. Il y a comme des grandes aspirations, mais c'est un homme de peu, finalement. Puis je trouvais que ça représentait un peu... Fait que ça, il y a eu cette conscience-là quand on a créé ce personnage-là, puis quand on a décidé que c'est ça, c'était Napoléon... qui allait tendre un piège aux héros pour les saouler, pour séparer les frères, dans le fond, qui allait être de mèche avec le diable. Ça, c'est je veux dire, le côté, les scandales de corruption, oui, il y a eu un lien avec ça, puis ça, c'est là.
après ça, il n'y avait pas de façon consciente là, enchâssé dans notre histoire un idéal de rébellion et tout ça. Ça vient, s'il est là, c'est les légendes qui l'avaient. Ça fait partie. C'est parce que, tu sais, vu que les loups-garous sont reliés à l'âme, à la spiritualité, nous, il fallait qu'il y ait un curé autour de ça, tu sais. Puis, il fallait que le curé soit corrompu parce qu'il fallait pas que les gens aillent à l'église, parce que c'est comme ça que l'âme peut se corrompre. Fait qu'en partant, on savait que le curé allait être corrompu, tu sais. Puis après ça, il avait besoin, évidemment, le curé, d'un associé, tu sais, pour étendre son affaire. Fait que le maire est arrivé, tu sais, puis aussi, on pouvait pas inventer trop de personnages. On a essayé de concentrer sur des figures fortes d'un village, tu sais. Cela dit, par exemple, je voudrais pas qu'on pense que on a vraiment fait attention, puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé, d'avoir un équilibre, des nuances. C'est-à-dire que l'Église n'est pas vue de façon uniquement négative dans le jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier Rosémée. Rosémée, c'est la bonne sœur du village, c'est une femme courageuse. Elle se prend pas trop au sérieux, elle fait des jokes des fois un petit peu sensuels avec Petit Joe, ils s'amusent les deux, tu sais. Puis c'est elle qui a le savoir, qui va sauver, dans le fond, l'un des deux frères, là, selon qui tu joues, qui va faire que quand il devient un loup-garou, c'est grâce aux enseignements de Rosémée que le frère revient sain, dans le fond. Puis elle va essayer de les protéger, elle va parler du fait qu'ils sont en sécurité nulle part dans le village, tout ça. Fait que, donc, pour moi, c'est important d'avoir un personnage négatif de la religion, de l'Église, puis un personnage positif. Même chose du côté autochtone. Je voulais pas placer les Autochtones sur une espèce de piédestal, puis en faire comme une espèce de peuple idéalisé. Oui, ils ont subi du racisme et énormément de misère, dont on est en partie responsable, nous les Québécois. Mais pour moi, c'était pas une raison de les mettre sur un piédestal. Je voulais montrer qu'il y avait des bons, des méchants. Donc là, encore là, tu as la même dualité entre Ousimash, le chef, et Mishtamachechu, le grand chaman, qui, lui, dans le fond, c'est une espèce d'indépendantiste autochtone, on pourrait dire, parce que lui, dans le fond, il est pour les Mahicans, puis il pense que les Mahicans vont sauver la tribu, puis il veut que la tribu rompt les liens avec les O'Carroll. Parce que les O'Carroll sont reliés à la tribu par Manuapiquan, qui est la mère, donc, et par Joséphine, parce que la puissance magique se transmet de mère en fille. Mais donc, lui, Mishtamachechu, tu sais, sans être non plus comme méchant pour être méchant, c'est juste que lui, ses motivations, c'est plus, il veut que les Blancs sortent des terres des Amérindiens, dans le fond. Il y avait cette dualité-là, puis il y avait les deux dualités, donc, au niveau de la religion autochtone, puis de la religion catholique. La seule chose qui est indéniable dans Sang-Froid, c'est que dans l'univers de jeu, la religion a un pouvoir réel sur le monde. Fait que ça, c'est discutable. Est-ce que ça a été matière à débat pendant la création? J'en ai pas débattu. Il fallait choisir nos batailles, mais parce que moi, mon mémoire de maîtrise était sur l'expression personnelle à travers les jeux vidéo. Là, donc, pour moi, c'était important le message qu'on renvoyait. Puis, tu sais, la magie fonctionne dans notre monde. Fait que, tu sais, à quelque part, mais c'est tellement... On aurait pu pousser peut-être plus loin, puis, tu sais, faire un monde où il y a de la magie, mais qu'il n'y a pas d'effet. Tu sais, ça aurait été drôle, pareil. Mais écoute, en même temps, même l'alcool a des effets magiques dans notre monde. Alors, bon, fait que ça va plus loin que juste tourner le vent avec un talisman, là. Fait que bon, non, c'est ça. À la fin, à un moment donné... il a fallu être réaliste dans nos aspirations, tout ça. Puis, mais oui, la magie existe. C'est un fait. Ça fait partie des messages que le jeu renvoie. Super. Je vous proposerais peut-être qu'on ouvre à des questions du plancher.